Et là, maintenant, on va passer à l'intervention sur la MDPH, niveau d'invalidité et conséquences. Et c'est Delphine Curis, assistante sociale, qui est de la filière, mais qui est sur l'écran. On la verra pas. On la verra pas. Elle n'a pas une caméra qui peut nous... Ah bon, si on ne va pas la voir, ça va être un peu... Ah pardon, vous êtes deux. Excusez-moi. Ben, vous allez faire. Excusez-moi. Véronique Leloir, médecin du travail. Voilà. Voilà. Et ben, c'est vous qui allez présenter le diaporama alors. C'est super. Impec. Non, elle est là. Alors, ça marche, hein, c'est bon, on vous entend, mais il faut mettre à tout près. Vous m'entendez bien? Allô? On va faire la présentation des diapositives. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, on vous entend. Tout marche. D'accord. Très bien. Et donc, vous ne... Vous préférez que je les passe? Je sais que j'ai téléphoné à Mme Curis, mais on ne s'est pas trop coordonné. Vous voulez, Mme Curis, que je parle déjà de mon... présente mon diaporama, peut-être? Oui, ça peut être Alors, bien. Oui, je vous en prie, allez-y. Je vais faire ça. Parfait. Donc bonjour, donc je suis Véronique Leloir, je suis médecin du travail dans un service interentreprise du BTP à Rennes. Et on m'a demandé de vous parler de tout ce qui est MDPH, niveau d'invalidité. Donc là, on va vous présenter ça avec Madame Curis. Alors, je voulais vous présenter ces notions en vous parlant dans la globalité du maintien dans l'emploi des salariés présentant une maladie chronique évolutive. Voilà. Mais c'est pas grave. Allez-y. Non, mais laissez comme ça va aller. Donc après, c'est là. C'est là, pas à droite. Alors déjà, ça va être compliqué. Déjà quelques chiffres rapidement tirés d'une publication de l'ANACT de 2015. Donc les maladies chroniques évolutives au travail correspondent à 15% de la population. Un quart à un tiers de ces personnes ne sont plus au travail dans les 2 ans qui suivent le diagnostic. Et le taux d'activité professionnelle de ces patients est de 35%. En fait, nous nous trouvons régulièrement devant une situation complexe, c'est-à-dire que nous avons des salariés qui, malgré eux, créent une désorganisation au sein de leur entreprise parce qu'ils ont une fatigabilité, des arrêts de travail, bref, mais répétés. Et d'un autre côté, nous avons des personnes qui sont en souffrance, qui usent de stratagèmes pour répondre aux objectifs de l'entreprise au détriment de leur santé. Donc, ce sont des personnes qui, un tiers des cas, arrêtent leur traitement, se fragilisent. On doit leur préconiser des restrictions de plus en plus importantes que l'entreprise ne peut pas respecter et malheureusement, on est obligé de les mettre inaptes à leur poste de travail, ce qui conduit généralement à un licenciement pour inaptitude médicale. Donc vraiment, la prise en compte des MCE appelle donc une démarche collective de maintien dans l'emploi. C'est un sujet vraiment à prendre en compte. Alors, comment ça marche tout là? Hop. On appuie normalement. Alors, le premier message que je voulais vous transmettre, c'est qu'en fait, c'était un travail d'équipe. On est tous impliqués dans le maintien dans l'emploi des personnes atteintes de ces maladies. Donc, nous avons la médecine de soins, les médecins spécialistes, les médecins généralistes. Il y a tout ce qui est assurance maladie, médecin conseil, assistante sociale. Il y a tous les experts dans la compensation et du maintien à l'emploi de ces salariés, comme le CAP Emploi, la MDPH, la GFIP. Et au sein de l'entreprise, eh bien, il y a l'employeur, les DRH, les représentants du personnel et les médecins du travail qui sont soit au sein de l'entreprise dans un service autonome ou soit dans un service interentreprise. Alors là, je voulais juste faire une petite aparté pour vous parler de la médecine du travail.
Donc maintenant, la médecine du travail, c'est plus, enfin, je ne sais pas ce que vous avez comme vision, la bandelette urinaire, tout ça. Eh bien non, plus du tout. Enfin, du moins dans le privé, le médecin du travail, c'est un médecin qui est coordinateur d'une équipe pluridisciplinaire. Il coordonne une infirmière en santé au travail, une secrétaire médicale, une assistante en santé et sécurité au travail et une intervenante ou un intervenant en prévention des risques professionnels. On est vraiment dans une pluridisciplinarité. On a plusieurs missions. La première, évidemment, c'est évaluer l'adéquation du salarié au regard du poste de travail dans le cadre des visites médicales et dans le cadre des études de poste lors de notre action au milieu de travail. Nous effectuons des conseils, notamment en faisant des actions de sensibilisation, et nous faisons une traçabilité des expositions professionnelles. Alors moi, je suis plutôt dans le BTP, donc je fais plutôt amiante, silice, poussière de bois, solvant, et on effectue aussi de l'éveil sanitaire. Mais notre objectif, notre mission primaire, c'est le maintien en emploi du salarié. Et d'ailleurs, la nouvelle loi du 2 août 2021 nous demande au sein de notre entreprise de créer une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle avec plusieurs partenaires. Alors, le salarié, on le voit comment? On le voit effectivement dans le cadre d'une visite médicale, que ce soit une visite périodique, de reprise, à la demande du salarié, ou dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Et ça, la visite de pré-reprise, pour nous, c'est très, très important puisque c'est une visite qui s'effectue pendant l'arrêt maladie du salarié. Et ça, vous pouvez le dire à vos patients, d'aller voir leur médecin du travail et de demander une visite de pré-reprise. Dans le cadre de cette visite de pré-reprise, on fait le point avec eux. Et ça aussi, vous jouez un rôle très important grâce à vos comptes rendus de consultation, d'hospitalisation. Nous faisons le point avec lui, voir un petit peu ses faiblesses. Et là, on se pose différentes questions. Faudra-t-il un aménagement du poste de travail? Sur le plan matériel, par exemple, je pense à une dame à qui on a été obligé de lui installer un siège adapté. Nous, dans le BTP aussi, c'est des machines-outils adaptées, des aides à la manutention. Sur le plan organisationnel aussi, faudra-t-il que le salarié reprenne dans le cadre à temps partiel, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique ou dans le cadre d'une invalidité? Ça, on vous en parlera tout à l'heure. Et puis, faut-il aussi en parler à l'employeur, le rencontrer? Faut-il aussi faire appel aux structures du maintien dans l'emploi, comme la MDPH, Cap Emploi? Faut-il aussi faire appel à l'assurance maladie? Pareil pour l'invalidité, le temps partiel thérapeutique et les cellules ARPIGE. Alors là, il me faudrait au moins 1 heure pour vous parler de tout. Mais j'ai choisi donc, comme on me l'a demandé, de vous parler de la MDPH. Alors, la MDPH, la maison départementale personnes des handicapés, elle a un lieu de résidence à peu près dans toutes les régions. En fait, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est une décision administrative qui donne des droits aux personnes en situation de handicap en milieu ordinaire de travail. C'est le salarié qui demande sa propre RQTH. Il peut aller directement à la MDPH, où il peut télécharger son dossier, où là, il le remplira sous forme de formulaire CERFA, parce que je vous ai donné les références. Alors, ce n'est pas forcément un dossier facile à remplir. Il peut être aidé par une assistante sociale, par un médecin du travail, par son médecin généraliste. Et ça aussi, vous, en tant que médecin soin, vous participez grâce à vos comptes rendus de consultation et d'hospitalisation. Et dans le cadre d'une commission, on prend la décision de reconnaître le salarié travailleur handicapé ou non. Alors, désigner une personne comme un handicapé, c'est très, très difficile. Enfin, pour certains. Parce qu'en fait, effectivement, c'est des gens qui ont déjà une souffrance. Hein, ils ont un diagnostic lourd, ils sont fatigables. Et en plus, on veut leur mettre une étiquette d'handicapé. Donc, quelquefois, il faut plusieurs visites pour les persuader de cette reconnaissance travailleur handicapé. Et je leur présente ça comme un joker, c'est-à-dire qu'ils le sortent quand ils en ont besoin. Ça ne va pas modifier leur maladie, c'est un atout surtout pour eux. Et ils ne sont pas obligés de le dire à leur employeur non plus, même si moi je leur conseille de le faire déjà par honnêteté vis-à-vis de lui.
Et puis, deuxièmement, l'employeur a tout intérêt d'avoir des salariés RQTH dans son effectif, puisqu'il a, alors, il a une obligation de plus de 6% de salariés RQTH, sinon il doit payer des cotisations à l'URSSAF. Il faudrait demander à Madame Curtis, elle sera peut-être mieux que moi. Enfin, en tout cas, vraiment, c'est intéressant pour l'employeur d'avoir des salariés RQTH. Alors, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la RQTH, alors, d'ailleurs, vous voyez, je ne dis plus handicap, j'utilise beaucoup l'acronyme, c'est plus supportable pour le salarié. Il permet donc d'avoir des aides comme le Cap Emploi, l'AGFIP et le contrat de rééducation professionnelle. Alors, donc j'ai choisi de vous parler de Cap Emploi très, très rapidement. Alors, c'est vraiment une aide pour nous en tant que médecins du travail. C'est un organisme de placement spécialisé et c'est une mission de service public de l'emploi dans le champ de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le milieu d'ordinaire. Donc, il a 2 grands axes, l'accompagnement vers l'emploi, l'accompagnement dans l'emploi. Donc, ils ont des ergonomes, ils ont des assistantes sociales, enfin, vraiment, c'est une aide très importante pour nous. Et les financeurs, c'est l'État et différents financeurs comme la GFIP, la FIP, Pôle emploi. Donc pour nous, vraiment, Cap Emploi, c'est vraiment important. On a même des relations privilégiées avec les dames et les hommes qui y travaillent. Alors, je voulais vous parler aussi, j'ai choisi de vous parler aussi du contrat de rééducation professionnelle. Alors ça, c'est quelque chose, je trouve ça formidable. C'est pour le public salarié RQTH. En fait, c'est un salarié qui est en arrêt maladie. On ne sait pas trop si son poste de travail va lui convenir. Et l'employeur est un peu frileux pour le reprendre parce qu'il se dit, bon, je ne veux pas payer quelqu'un à 100% alors qu'il ne sera pas forcément très rentable. Eh bien, en fait, ce contrat, c'est un contrat qui a durée déterminée de 3 mois à 1 an, renouvelable une fois entre l'employeur. Je ne sais pas ce que je me suis trompée. Enfin, c'est renouvelable une fois. Et en fait, le financement est en partie effectué par l'employeur et l'autre partie par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, le salarié reprend son poste de travail de façon à son rythme et l'employeur lui-même est plus décontracté parce qu'il ne paie pas son salarié à 100%. Donc, c'est vraiment très important. Alors, cette reprise de travail peut s'effectuer au sein de son ancienne entreprise, mais au sein d'une nouvelle entreprise aussi, dans le cadre d'un nouveau métier. Voilà. Donc ça, c'est encore un moyen pour un salarié RQTH de reprendre son travail dans des bonnes conditions et surtout d'assurer son maintien dans l'emploi. Je ne vous ai pas parlé de la GFIP. Donc la GFIP permet aussi de financer des aides, notamment des aides matérielles pour l'employeur, notamment des sièges adaptés. Et là, je vais vous parler aussi du temps partiel thérapeutique. Donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui revient d'un arrêt maladie et qui peut reprendre progressivement son activité dans le cadre d'un temps partiel suite à un arrêt de travail à temps complet dans le cadre d'une maladie ordinaire, sinon sans arrêt de travail dans le cas d'un AT, d'une MP ou d'une ALD. Donc le financement, c'est la caisse primaire d'assurance maladie. Et là, c'est 3 mois à renouveler une fois. Donc, vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour maintenir un salarié dans l'emploi, notamment les personnes RQTH. Et surtout, enfin, moi, j'aurais un message à vous dire, c'est d'en parler à vos patients. Déjà, de leur dire qu'il faut qu'ils appellent leur médecin du travail pour nous rencontrer. Ils ne sont pas tout seuls et il ne faut pas qu'ils attendent d'être dans la faiblesse et qu'on soit obligé de les mettre inaptes et après, par la suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, un licenciement, franchement, pour nous, c'est un échec, pour lui, pour nous, même pour l'employeur. Donc, c'est vraiment très important. Voilà. Donc, je vais laisser passer maintenant la parole à Madame Curis qui va vous parler de l'invalidité. Merci. On va changer l'écran pour que... Donc, on vous voit. Est-ce qu'on vous entend? Oui, je sais. Bonjour à tous. Oui, on vous entend. C'est bon. Super. On vous écoute alors maintenant. Merci. Donc, oui, je suis Delphine Curis et je suis assistante sociale indépendante
depuis quelques années. Je suis basée à Toulouse. Voilà, j'interviens dans différentes entreprises et puis donc auprès des personnels des entreprises et puis auprès des patients de la filière Fava Multi depuis le mois d'avril. Voilà, donc moi je propose voilà, de l'écoute, des conseils, de l'accompagnement en distanciel, par téléphone, mail ou en visio. Alors donc on m'a demandé de parler de l'invalidité et surtout de ses conséquences. Donc voilà, c'est ce que je vais faire dans la diapo suivante. Voilà, la pension d'invalidité. Donc cette pension d'invalidité. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a pour objectif vraiment de compenser une perte de salaire d'un salarié qui subit une baisse de sa capacité de travail. Donc, c'est une baisse de la capacité de travail qui est liée soit à un accident ou une maladie qui est survenue dans le cadre de sa vie personnelle et non professionnelle. Sinon, si c'était dans le cadre de sa vie professionnelle, on parlerait de rente d'incapacité permanente. Voilà, c'est deux circuits différents en fonction de l'origine de la pathologie. Alors, la pension d'invalidité, elle est toujours appréciée par le centre de sécurité sociale, qui est soit la CPM, soit les MSA, et par le médecin conseil. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça ne fait pas trop d'écho? Non, non, on vous entend. Parfait. Ça fait pas Merci. d'écho. Parfait. Donc au niveau dans la diapo suivante, donc la pension d'invalidité, il y a des conditions évidemment pour en bénéficier, des conditions administratives, il faut être affilié à un centre de sécurité sociale et des conditions médicales. Donc dans les conditions médicales, il faut avoir un état de santé stabilisé ou une usure prématurée de l'organisme. Alors, quand on parle d'état de santé stabilisé, c'est pour ça que lorsqu'un patient est encore en arrêt de travail, eh bien, c'est pas possible de demander la pension d'invalidité parce que quand il est en arrêt de travail, il est considéré comme dans une situation non stabilisée au niveau de sa pathologie. Voilà. Donc ça m'amène à la diapo suivante qui est comment on peut demander en fait cette pension d'invalidité sur la diapo suivante. C'est vraiment soit la pension d'invalidité, comme l'évoquait le docteur Lemoy, elle peut être demandée par l'organisme de sécurité sociale à la suite d'un arrêt maladie long pour lequel il n'y a pas de reprise possible pour la personne. Et dans ce cas, eh bien, soit au terme de 3 ans d'arrêt de travail, soit avant, le centre de sécurité sociale va une pension d'invalidité à la personne. Elle peut aussi être demandée à l'initiative du patient. Et donc là, il y a un CERFA à télécharger, donc une partie administrative et une partie médicale qui est faite par le médecin traitant avec, avec le maximum d'informations à donner, de rapports d'expertise pour argumenter la demande. Donc, quand il y a une mise en invalidité, notamment deuxième catégorie, en première catégorie et seconde, donc la personne prévient son employeur et qui organise une visite de reprise. Et c'est vrai que là, quand la personne est en pension d'invalidité seconde catégorie, eh bien, la visite de reprise conduit souvent à un licenciement pour inaptitude médicale. Ça, on en a parlé, c'est vrai que c'est effectivement une situation d'échec puisque c'est une situation de sortie d'entreprise. Au niveau des différents montants de pension d'invalidité, enfin des différentes catégories, en fait, il y a 3 catégories différentes. Et ces 3 catégories. Alors, déjà au niveau du montant de la pension d'invalidité, elle est calculée sur la base d'un salaire annuel qui est calculé sur les 10 meilleures années de salaire soumis à cotisation. Ensuite, il y a 3 catégories différentes. Il y a la première, la pension d'invalidité première catégorie, qui est entre guillemets indemnisée à hauteur de 30% du salaire annuel moyen du salarié. En général, ça correspond à un mi-temps.
Et la personne peut reprendre son activité professionnelle en étant à mi-temps, une partie de pension d'invalidité, plus un complément de la prévoyance de l'entreprise, qui lui permet de se maintenir en emploi en travaillant à mi-temps. Donc, la pension d'invalidité première catégorie est un très bon levier de maintien d'emploi. Tous les leviers qui existent pour se maintenir en emploi, la pension d'invalidité, quand elle est possible, voilà, c'est un très bon levier. Ensuite, il y a la pension d'invalidité seconde catégorie, où la personne est indemnisée entre guillemets à 50% du salaire annuel moyen, plus le complément de la prévoyance, donc ça correspond à un temps plein. Donc là, il y a une subtilité, à savoir que c'est le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale qui va statuer sur le fait que le salarié n'est pas en capacité d'exercer une activité professionnelle. Cependant, on accompagne très régulièrement des salariés qui ont une pension d'invalidité en catégorie et qui peuvent suivre une activité. Alors certes, pas comme ça, mais qui poursuivent une activité. Parce que la personne qui a le pouvoir de décider d'une reprise d'activité, c'est le médecin du travail. Voilà. Donc, c'est pas la majorité des cas, pension en seconde catégorie, mais ça arrive. La troisième catégorie, c'est pour les personnes qui ont besoin d'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. Alors, quand on perçoit la pension d'invalidité, on a droit à une prise en charge de santé. Voilà. Et par contre, c'est comment dire, à évaluer. Cette pension d'invalidité, elle est quand même à réfléchir, puisque quand un salarié demande une pension d'invalidité et se maintient en emploi, tous les arrêts de travail qui sont liés à sa pathologie ne seront pas indemnisés par les indemnités journalières de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale attribue une pension d'invalidité et en contrepartie, il n'y a plus d'indemnisation sur les arrêts de travail et la pathologie. Donc il faut faire attention parce que ça m'est arrivé d'avoir des salariés qui s'arrêtent pour des raisons liées à leur pathologie, pas du tout indemnisés. Donc ça peut entraîner des conséquences financières difficiles. On vous entend plus très bien. Vous m'entendez bien? On vous entend plus très bien là. Ah. Non mais allez-y, parlez bien fort et ça devrait aller. Et peut-être il faut passer à la suivante, non? Diapo suivante, s'il vous plaît, ouais. Après, la pension d'invalidité, vous m'entendez mieux là? Oui. D'accord. La pension d'invalidité, elle n'a pas de durée limitée. C'est bon là? Oui, allez-y. D'accord. Elle n'a pas de durée limitée. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée, donc pour des raisons administratives, quand en fait il y a un seuil de plafond à pas dépasser. Pour des raisons médicales, quand la situation de la pathologie évolue, s'aggrave ou s'améliore. Et quand la personne arrive à 62 ans, eh bien, il y a une bascule qui se fait et la personne passe automatiquement en retraite. Voilà. Donc la pension d'invalidité s'arrête avec le départ à l'âge légal, à l'âge légal de départ à la retraite. Donc, ce qui est important dans la diapo suivante, c'est de bien faire la différence entre invalidité et inaptitude. Donc, l'inaptitude, comme je disais, elle est évaluée par la médecine du travail et l'invalidité par le médecin conseil. Et la validité, elle est toujours évaluée au regard d'une diminution de la capacité de travail, qui est de 2/3. Voilà. Donc, ce qui fait qu'un salarié inapte n'est pas systématiquement droit au versement d'une pension d'invalidité et inversement, un assuré invalide n'est pas systématiquement inapte au travail. Et quand un salarié est invalide, pension d'invalidité première catégorie ou seconde, eh bien, il y a tout un travail de maintien d'emploi qui est à faire pour compenser ces situations d'adaptation de poste au regard de la pathologie. J'ai l'impression que le son n'est pas très bon, je m'en excuse. Si, ça va. Ça va, d'accord. Là, sur la slide suivante, donc handicap et invalidité. Donc, le docteur Leloy a parlé du handicap et de la maison départementale du handicap. C'est important de parler de ces deux notions parce qu'elles sont complémentaires. Le handicap, il concerne tous les aspects de la vie d'un individu,
dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, l'invalidité, on va vraiment raisonner en termes de maintien d'emploi et de capacité de travail. Ce qui fait qu'une personne invalide, ou même avant qu'elle soit invalide, il est très important qu'elle fasse une démarche auprès de la maison départementale du handicap pour déposer un dossier déjà de reconnaissance des travailleurs handicapés et également pour demander toutes les prestations complémentaires que sont la bourse de mobilité inclusion pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, la PCH qui est la prestation de compensation de handicap qui peut concerner des aides humaines, matérielles ou financières pour améliorer le quotidien de la personne. Et il y a également l'AAA qui est une aide financière qui permet d'avoir un minimum, qui est de 919 € par mois pour une personne seule et qui peut se cumuler avec la pension d'invalidité. Le docteur Leloy a parlé de l'OETH. Effectivement, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les employeurs qui ont au moins 20 salariés. Donc effectivement, donc l'obligation d'emploi est fixée à 6% de l'effectif. Il faut savoir que un salarié qui a une pension d'invalidité remplit les conditions de l'OETH. Voilà. Quelqu'un qui a une pension d'invalidité n'a pas besoin de faire une demande de RQTH. Voilà. Donc en fait, il y avait des choses qui étaient redondantes et l'administration les a simplifiées. Alors, au niveau de la pension d'invalidité, voilà, juste le message, c'est que elle va varier, elle va évidemment évoluer en fonction de l'état de santé de la personne. Si l'état de la personne s'aggrave, eh bien, le médecin conseil peut réévaluer la catégorie, la personne peut passer d'une pension d'invalidité première catégorie à une seconde catégorie. Pour ça, il faut faire une demande de révision de la pension d'invalidité avec un certificat médical et les rapports d'expertise, mais surtout un certificat médical du médecin traitant. Voilà. Sur la slide suivante, j'ai abordé la question en fait de la retraite. Souvent, on me pose la question de la pension d'invalidité au regard de la retraite. C'est important d'avoir en tête que oui, la pension d'invalidité va avoir des conséquences sur la retraite de la personne. Le taux plein va être systématique à 62 ans, alors que pour certains salariés, en fonction de l'année de naissance, il peut être à 63, 64 ans, etc. Par contre, le taux plein va être calculé sur les années cotisées. Donc, forcément, le montant, en fonction du moment où la personne a été bénéficiaire de la pension d'invalidité, si elle a été bénéficiaire tôt, le montant de la retraite va être fortement impacté. Puisque la pension d'invalidité permet de déclencher des trimestres validés. On valide les trimestres avec la pension d'invalidité, mais la retraite se calcule à partir de trimestres cotisés. Voilà. Après, il y a aussi un impact sur les carrières longues. Quelqu'un qui a commencé à travailler très tôt, très jeune, ne pourra pas prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue s'il demande la pension d'invalidité en fin de carrière, par exemple, parce que c'est pareil. On peut avoir que 2 trimestres d'invalidité sur l'ensemble de sa carrière. Donc voilà, il y a quand même des conséquences auxquelles il faut vraiment réfléchir et qui peuvent relever quand même d'une stratégie administrative et médicale, surtout quand on arrive en fin de carrière. Donc, en conclusion, je dirais que la pension d'invalidité, c'est quand même un sujet complexe. C'est un des leviers de maintien en emploi. C'est un levier fort. Mais voilà, ça a aussi des impacts forts en matière d'arrêt de travail, de passage à la retraite. Donc, ça demande, c'est une demande qui demande à être vraiment analysée pour voir si c'est bien adapté à la personne. J'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. C'est un peu difficile à distance. Hein. Merci beaucoup. Donc, vous êtes la personne qu'on peut contacter quand on a besoin d'une assistance sociale dans la filière.
Et c'est à vous qu'on fait Oui. appel. Oui. Voilà, donc un des messages de ces présentations, c'est ça, c'est qu'il y a un service qui vous est proposé et qui est là. Vous avez des questions sur ces sujets-là? Oui. Oui, juste une précision sur les RQTH, malgré le T qui veut dire travailleur. Et il faut savoir que la RQTH, c'est aussi le sésame en enseignement supérieur. Donc, dès qu'il y a des décisions à prendre au niveau de l'enseignement supérieur, en particulier l'adaptation dans le cadre de l'enseignement, des cours, des examens, c'est effectivement la RQTH qu'il faut voir. Et sachant que dans les universités, les écoles et autres, les médecins ne sont pas forcément immédiatement détectables, enfin, ce n'est pas toujours facile d'entrer en contact. Normalement, dans les universités, il y a toujours un pôle pour les problèmes de handicap, un pôle ou un référent ou une référente handicap qu'il ne faut pas hésiter à aller contacter. C'est vrai ce que vous dites. Moi, j'ai été médecin scolaire pendant quelques années et c'est vrai que les enfants, par exemple, dyslexiques, on les met, on leur demande de faire une RQTH pour leur examen futur, pour pouvoir créer des adaptations pendant l'examen. Et c'est pareil, je disais, le terme handicapé, c'est assez agressif comme terme. Avant, on disait cotorep et maintenant, c'est MDPH. Oui, mais j'avais une question, parce que d'abord, merci beaucoup d'être intervenu, parce qu'on a échangé sur une patiente commune. Est-ce qu'il y a un risque pour les patients à faire la démarche de reconnaissance d'invalidité au niveau de la sécurité sociale? C'est-à-dire que si c'est le médecin conseil qui décide, est-ce que du coup, il y a un risque de refus? Et est-ce qu'il y a un risque de mise en invalidité niveau 2 alors que c'était niveau 1 qui était demandé, par exemple? Est-ce que c'est le médecin qui a le libre arbitre sur le niveau d'invalidité? C'est le médecin conseil qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui, en fait, qui a l'argent, en fait, on va dire. Et c'est vrai que quelquefois, on a des relations un petit peu houleuses avec le médecin conseil parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Ils ont des grilles et voilà. Et donc, eux, ils ont décidé de... Par exemple, pour notre patient en commun, elle n'aura pas son invalidité parce qu'elle a, au préalable, reçu une rente suite à un accident de travail. Donc, même si ça n'a rien à voir avec sa maladie, eh bien, ils considèrent qu'ils ont donné assez d'argent et donc cette dame, elle n'aura jamais son invalidité première catégorie. Et est-ce qu'il y a un risque pour les demandeurs? Est-ce qu'ils peuvent être mis en invalidité niveau 2, par exemple, ce qui est, on en avait discuté, oui, assez catastrophique? Tout à fait. Ça dépend. Oui, par exemple, je disais tout à l'heure, cette dame-là que l'on connaît, elle va peut-être s'affaiblir à son poste de travail et de ne pas pouvoir assurer son poste de travail. On va rentrer dans un engrenage de préconisations qui ne seront pas bien suivies. L'employeur va s'énerver et elle va devenir de plus... Enfin, je prédis pas, la pauvre, vous entendez, mais voilà, et on va peut-être rentrer dans une invalidité deuxième catégorie dans quelques années, et là, ça sera une dame, et bien, elle ne pourra plus rentrer dans le marché de l'emploi, et elle aura une pension d'invalidité jusqu'à sa retraite. Et donc, elle sera hors circuit, quelque part, parce que, il faut le dire, le travail, ça fait partie de la thérapie pour les gens, hein. Combien de fois je vois des personnes qui sont malades, qui ne vont pas bien, on les remet sur leur poste de travail avec, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec plusieurs dispositifs pour les aider. Eh bien, je ne vais pas dire qu'ils guérissent, mais ils vont mieux psychologiquement. Donc, c'est vraiment très important, le maintien à l'emploi de ces personnes. Une dernière question. J'avais comme question, dans certaines entreprises, malgré le fait que le médecin du travail est obligatoire, celui-ci n'existe pas. Comment ça se passe? Un médecin du travail qui n'existe pas? Voilà, qui est absent. Il n'y a pas de médecin du travail. Alors, c'est vrai qu'on a une pénurie de médecins du travail, c'est vrai. Alors, et après, il faut distinguer le secteur privé et le secteur public. Alors, dans le secteur privé, si l'entreprise est adhérente dans un service inter-entreprise, il y a forcément un médecin du travail. Après, il y a les services autonomes où là, il y a un médecin du travail qui est présent. Et puis après, il y a la fonction publique, je ne la connais pas très bien. D'ailleurs, on dit que c'est plutôt des médecins de prévention. Mais ils sont là aussi. Il y a toujours un médecin du travail. Alors, l'hôpital public, voilà.
Moi, je vous dis, je suis dans le secteur privé, on est peut-être des privilégiés, les entreprises adhèrent à notre service inter et on est des médecins du travail. Et voilà. Après, la fonction publique, c'est... Dernière question. Il est vrai, excusez-moi, je vais juste rebondir sur la réponse. C'est vrai que moi, personnellement, je suis dans le secteur public et ça fait des années qu'on n'a pas de médecin du travail. Ok, merci. Dernière. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Madame Curie tout à l'heure, parce que j'ai une patiente, donc elle m'a dit de Osler, qui a été mise en invalidité, mais donc qui continue une activité professionnelle partielle. Et en fait, ce que vous avez souligné, et je pense que c'est hyper important, c'est que chaque fois qu'elle est obligée d'être en arrêt parce qu'elle a des moments où elle est trop anémique, etc., en fait, elle n'a plus d'indemnité journalière. Donc, elle n'est pas, si elle est en arrêt de travail, en fait, elle a une décote de salaire très importante. Et ça, je l'ai découvert via cette patiente. Je vois que vous en avez parlé. Et donc, c'est vrai, quand vous dites il faut vraiment réfléchir à la stratégie, là, pour le coup, elle est finalement pénalisée par la reconnaissance de son problème, puisque elle a effectivement une adaptation de temps, mais en fait, comme elle a quand même pas mal d'épisodes, malgré elle est aide-soignante, donc c'est un métier où c'est vrai que parfois ils se mettent à signer beaucoup, elle est obligée de s'arrêter. Et en fait, elle est vraiment coincée finalement par cette histoire d'invalidité. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important à signaler aux patients. Ok. D'air de d'air. Je vais essayer d'être rapide. Oui, donc j'ai testé avec la médecine du travail et l'assistante sociale toutes ces démarches pour ma propre invalidité. Quelquefois, l'invalidité est une nécessité pour la personne pour s'adapter à sa situation, et surtout quand on parle des maladies rares. J'avais une question. Souvent, le dossier d'invalidité ou le dossier de RQTH est complété par le médecin généraliste. Et donc, c'est là que juste parce qu'on est entre spécialistes et patients. Oui, mais vous pouvez intervenir, vous, en tant que médecin spécialiste, hein, pour étoffer voilà, le parce dossier. qu'il est important que le rendu médical du dossier soit bien fait. Ah, tout et à fait. quelquefois, les médecins généralistes ne comprennent pas vraiment les tenants, les aboutissants des maladies et du quotidien. Donc. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vos comptes rendus d'hospitalisation, de consultation, c'est vraiment très, très important. Et il faut le transmettre à vos patients, qui le transmettront à leur médecin généraliste. Voilà, ben moi, le message en tant que patient, c'est faire bien attention. Quand on voit une démarche de RQTH ou une démarche d'invalidité d'un patient, il faut, en tant que spécialiste des maladies rares, bien l'accompagner parce que quelquefois, le médecin du généraliste ne saisit pas tous les temps les aboutissants. Tout à fait. Ok, eh ben, s'il n'y a plus d'autres questions, merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet qu'on n'a jamais évoqué. Chaque fois qu'on en parle, ça déborde largement parce que ça intéresse tout le monde. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut gérer cette affaire. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait un médecin du travail accessible. Ça serait peut-être une idée.